Ok, du coup, bah, thème suivant, comment gérer une blessure? Là, je pense que c'est vraiment le sujet principal du podcast. Et là, du coup, je vais vous demander un peu vos deux approches. Bah, Baptiste, toi, ton approche, ce sera plus sur un peu l'avant-blessure, on va dire, un peu tout ce qui est prévention, enfin, même Clément, d'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure de la prévention. Mm. Mais en tant que coach, je pense qu'on est moins amené à gérer tout ce qui est un peu réhabilitation. Et Clément, du coup, bah, ce sera vraiment sur le full spectrum, comme on dit. Comment gérer une blessure? Un peu les grandes étapes entre le moment où tu te blesses, là, maintenant, tout de suite, tu te blesses. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu te blesses et le moment où tu retournes à ton activité? Si tu peux un peu nous détailler les grandes étapes, comment bien gérer le truc de manière globale. Là, je pense qu'on rentre pas trop dans les détails, mais vraiment, bah, on y reviendra un peu dans une question un peu plus en détail tout à l'heure, mais la différence entre une bonne et une mauvaise rééducation. Mais là, Mm. plus de manière globale, des conseils qui sont vraiment applicables pour tout le monde, comment bien gérer une blessure en gros. Ok, alors sans m'étendre trop, vu que tu voulais les infos depuis la blessure jusqu'à après, juste en fait la prévention en soi, elle n'existe pas vraiment. On peut mitiger le risque de blessure, mais une blessure ça reste multifactoriel. Tu vas avoir beau tout optimiser, ta préparation individuelle, ton alimentation, ton hydratation, ton sommeil. À un moment donné, il y a des circonstances dans la vie qui feront, qui seront pas sous ton contrôle, qui feront que tu seras peut-être un peu plus fatigué et que bah, malheureusement, c'est un peu l'effet papillon, tout ça mis bout à bout, arrive quand même à la blessure, même si tu as essayé d'optimiser. Et cette optimisation, elle va par contre te permettre de mitiger ce risque de blessure. Là, ou sur une mauvaise séance, si t'as pas optimisé, tu vas être à peut-être 20% de chance de te blesser. Ben, sur une bonne optimisation de toutes ces variables, tu seras plutôt à 5%. Donc ça c'est la première chose et du coup c'est important de parler de prévention parce qu'on est beaucoup dans le palliatif et moi le premier de par rapport à mon métier, mais en fait si on était plus dans le préventif, moi j'aurais moins de patients, mais Moi, travail. mais d'un autre côté, je pense que tout le monde serait content, quoi. Donc, sans rentrer en effet dans les détails, ça va jouer sur des variables d'entraînement, savoir comment tu modules les différentes variables, l'intensité, le volume. Ça va se jouer sur la qualité de ton sommeil, la quantité de ton sommeil. Ça va se jouer sur l'alimentation, justement, Le comment stress aussi en général. le Mm. Le stress. stress en général. Mais le stress que tu peux moduler, le stress que tu peux pas moduler, un stress inflammatoire induit par ton alimentation, tu peux le moduler, comme tu disais. Ouais. Le stress Que ou tu ton subis au quotidien ou quoi, tu peux peut-être pas le. c'est ça, tu sors dans la rue, t'as un poids lourd qui klaxonne, tu fais un bond de 2 mètres, ben voilà, c'est comme ça, tu peux Ouais. rien quoi. Ton patron te demande de finir un dossier pour 2 semaines alors que tu croules déjà sous le boulot, tu y peux pas grand chose non plus à moins de démissionner. C'est Mais ça, ouais. donc ouais, toutes ces variables là jouent justement là-dessus. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait si, bah, malgré le fait d'avoir tenté d'optimiser au maximum, tu te retrouves blessé? Alors, il y a quelque chose qu'on nous avait appris, nous, en école de kiné, c'est un anagramme, c'était RICE, donc bah, si on prend Rest, l'exemple... ice, compression, tout Ouais, ça. Rest Ice Compression Elevation. Elevation. Donc maintenant, on s'est rendu compte de par l'évolution de la recherche scientifique sur le domaine que c'était plus tellement approprié. Et si on le résume, ça a été remplacé par Peace and Love. Et Peace and Love, je trouve que c'est assez parlant pour le coup. Donc si je prends l'exemple par exemple d'une entorse de cheville, ce qu'on disait. Donc voilà, je fais un mauvais retour sur tapis, je me fais une entorse de cheville ou une entorse de genou ou par exemple une entorse de poignet, hein, ça arrive aussi, tu tombes mal, tu mets ta main en arrière, clac. Mm. Donc en fait, dans l'ordre, on va commencer avec le PIS. Le P, c'est pour protection. La première chose à faire, tu vas protéger la zone abîmée. Donc si c'est ta cheville, tu vas essayer de l'immobiliser dans un premier temps pour éviter de D'aggraver venir la blessure. mettre plus de contraintes mécaniques sur la zone blessée. Après, le E, c'est pour elevate, élever. Donc tu vas élever pour commencer à essayer de drainer s'il y a un début d'hématome, essayer de jouer sur la circulation dans la zone et commencer à mettre en place les phénomènes de cicatrisation tissulaire qui se font d'ores et déjà dès le moment de la Dès blessure. l'inflammation, ouais. C'est ça. Donc A, c'est anti-inflammatoire, donc avoid anti-inflammatory, il faut éviter les anti-inflammatoires. Ça, je le dis tout le temps, ouais. Ouais. On est encore, moi je le vois beaucoup là, de par ma relation avec les médecins, parce que les médecins sont nos prescripteurs, nous en tant que kiné on peut pas recevoir, on n'a pas encore l'accès direct pour les patients, et du coup souvent des patients arrivent et par rapport à la rééducation, ils ont aussi un traitement médicamenteux qui a été prescrit, et souvent il y a des anti-inflammatoires. Et en fait les anti-inflammatoires, ils ont un peu le côté négatif d'inhiber justement ce signal inflammatoire qui est nécessaire Dans la guérison. à la guérison, c'est ça, à la mise en place des processus de cicatrisation tissulaire. Donc,
une inflammation aiguë suite à un traumatisme, elle est logique et elle est plutôt bénéfique. On parle pas Totalement de, d'accord. on parle pas du cadre de l'inflammation chronique, où là c'est une autre problématique, et pour le coup, c'est plutôt quelque chose qu'on va chercher à éviter. Donc voilà, le A de PIS, c'est anti-inflammatoire, et avoid, éviter les anti-inflammatoires. Après, le C, on est sur la compression, toujours pour une histoire de circulation dans la zone, rediriger le sang vers les vaisseaux principaux, drainer, voilà. Et concrètement, tu vois là dans l'exemple de la cheville, comment tu Ouais. fais pour la compresser? Tu mets du strap, tu mets un bandage, tu mets une Ouais, attelle, soit enfin, tu vas pouvoir mettre un tape, soit tu vas pouvoir mettre une sorte de bas de contention, quelque chose qui ok. va venir entourer. Voilà. Ok, ouais, vraiment concrètement. Parce que Ça, c'est vrai que des fois, compression, moi ça me parle pas trop parce que je vois pas comment le faire concrètement, tu vois. Enfin, Ouais. mais ok, ouais, ça passe par ce genre de truc, genre Voilà, strap, bandage. ça peut être un strap, ça peut être un taping, ça peut être un bas de contention, voilà. Ok. Le dernier, le E, du coup, c'est éducation. Éducation, pourquoi? Parce qu'on sait maintenant de manière assez claire que l'aspect psychologique joue énormément. La manière dont tu vas te positionner par rapport à la blessure va conditionner justement la guérison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, j'ai senti un truc dans mon doigt, je me suis fait une poulie, c'est une catastrophe, je vais devoir arrêter de grimper. Non, une poulie, ça vient quand même d'un mécanisme d'excentrique assez fort sur un doigt. Il y a souvent, quand c'est une rupture totale, un pop qui est associé. Donc si t'as pas entendu ça, c'est peut-être pas une poulie. Il faut que justement tu te rassures et que justement tu diminues ce stress. En fait, c'est une histoire de stress. Si tu es dans l'inconnu, forcément tu vas avoir tendance à stresser. Émotionnellement, ça va t'atteindre. Et ça sera pas bon par rapport à un tas de facteurs, quoi. Tu vas faire monter tu vas faire un pic de cortisol. Au niveau de ton organisme, ça va être délétère. Du coup, il y a ce côté éducation. Ok, alors qu'est-ce que je me suis fait? J'essaie de me renseigner, j'en parle à mon médecin, j'en parle à mon thérapeute, et il va être capable de me dire ok, non, c'est ça. Donc plus ou moins le processus, ça va être au début de la décharge, et puis après on va commencer à retravailler la mobilité, et tu vois, d'ici temps à peu près de semaines, tu vas déjà pouvoir commencer à reprendre appui, tu vas déjà pouvoir commencer à ressolliciter ton doigt. Et en fait, le fait d'éduquer, de s'éduquer ou d'avoir quelqu'un qui t'éduque par rapport à ses connaissances, ça te rend plus serein et ça améliore de manière visible ta récupération. Est-ce que ça rentrerait aussi dans cette catégorie le fait de rester actif sur les structures qui sont pas blessées? Par exemple, je sais pas, là dans l'exemple de la cheville, tu vas continuer, je sais pas, à faire quelques tractions, quelques dips, enfin en gros continuer un peu ta prépa physique sur le haut du corps. Si ça impacte pas ta cheville, ça rentre dans la logique même ou... sur le bas du corps en fait. Hein. Ouais. Tu joues, tu joues voilà, sur le genou. Justement, c'est même mieux de rapprocher de la zone blessée. Typiquement justement par rapport au fait que tu vas avoir un appel sanguin plus important en sollicitant le genou par exemple si tu t'es fait une entorse de cheville. Donc rien ne t'empêchera de te faire, si tu as accès à des machines de leg extension, des choses comme ça, tu peux tu peux axer là-dessus. Ouais, faut et pas surcharger la cheville, mais si tu peux bouger les jambes sur d'autres exos, c'est carrément bénéfique. Ouais. Tu réduis le levier, t'adaptes biomécaniquement pour pas avoir de contraintes sur le tissu blessé, mais en effet tu commences d'ores et déjà, enfin tu continues à mettre en charge les structures adjacentes pour qu'en fait il y ait toujours ce processus vivant d'adaptation des tissus. Je sais qu'un truc qui marche bien aussi, c'est quand tu as des blessures au niveau du poignet, tu mets des sortes de. Ils appellent ça des cuffs. Et t'accroches la poulie ou quoi au cuff ou t'as une sorte de crochet pour faire des tractions, comme ça tu charges pas ton poignet mais tu continues à... tu modifies tu modifies justement avec les coiffes comme ça, tu modifies la biomécanique en fait, tu reportes la contrainte que tu peux avoir justement sur le poignet, sur la coiffe, et du coup en effet tu peux continuer à t'entraîner là-dessus. T'as d'autres moyens, hein. Nous en kiné on utilise pas mal tout ce qui est BFR, Blood Flow Restriction, donc en fait tu vas pouvoir diminuer la charge de quasi 70%, tout en ayant un effet similaire justement qui est lié à la restriction sanguine, qui va créer métaboliquement un stress aussi fort que si tu faisais ta série à poids équivalent, enfin à poids avant blessure, équivalent avant blessure. Donc ça c'est une manière très efficace aussi de pouvoir maintenir un sportif blessé quoi. Et puis au niveau d'une poulie partielle c'est hyper parlant parce que comme tu disais souvent tu as un seuil de douleur par rapport à une certaine charge. Et donc si tu mets par exemple que 20 kg sur ta poulie mais que tu as du BFR, bah tu vas pas trop avoir de douleur et t'envoies quand même de l'influx. Et métaboliquement, tu as un signal justement qui est interprété par l'ordinateur central, par le cerveau, comme étant un signal de fin. En tout cas, lui, il interprète ça comme une séance aussi taxante et aussi dure que ça va envoyer des signaux d'anabolisme. Du coup, voilà, t'as ce bénéfice-là. Carrément. Donc ça, c'est pour la première étape. Donc si on résume...
protection, élévation, pas d'anti-inflammatoire, compression et éducation. Une fois ces premières étapes remplies, tu passes sur la deuxième partie, donc love, donc c'est en anglais, L pour load, la charge. En fait, tu vas remettre en charge progressivement les tissus blessés. Ça, c'est un principe fondamental, c'est de la remise en charge progressive. Si tu veux avoir une amélioration de tes symptômes, si tu veux qu'il y ait une guérison, il va falloir aller solliciter et forcer une adaptation de cette structure. Et du coup, ça passe forcément par une remise en charge mécanique. Pas le fameux t'arrêtes de grimper pendant 3 mois et tu Après, reviens et tu repars dans ton projet. Ou même une semaine, tu fais plus rien et après tu reprends comme si de rien n'était. C'est ça. Ça marche pas quoi. Clairement. C'est ça. Donc ensuite le O, encore une fois on en revient à ce qu'on disait par rapport à l'éducation, c'est pour optimisme. Et en fait, maintenant on a des retours aussi sur le fait que quelqu'un qui va être optimiste par rapport à justement ses chances de guérison, par rapport à sa capacité à retrouver son niveau pré-lésion, il aura une récupération plus rapide et une amélioration de son état de santé général plus importante. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que cette personne-là, du coup, comme elle est optimiste, elle va plus s'impliquer dans sa rééducation, ou c'est pas du tout lié, c'est juste le fait d'être optimiste qui fait que c'est purement psychologique pour le coup. Ouais, il y a de ça bien sûr, et puis après ça va même au-delà en termes de complexité, je pense, tu vois, au niveau neurotransmetteur par exemple, tu t'as pas tout à fait les mêmes choses qui se produisent sur la chimie cérébrale quand t'as un optimisme constant. Que quand justement tu es dans cet état un peu dépressif où tu te dis c'est une catastrophe, c'est foutu, j'ai plus qu'à me mettre au tricot, il se passe des choses. Non mais c'est vrai, c'est hyper parlant en plus, enfin, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui vont se reconnaître. Mais ouais, c'est clair, essayer de trouver un projet annexe, de se focaliser sur autre chose. Moi je me souviens, je prends un exemple perso, je m'étais cassé le talon, je pouvais plus marcher, je pouvais plus grimper. Je me suis focalisé sur mes coachings, genre mettre en place mon fichier Excel, tourner mes vidéos, enfin faire mon plan. Et en fait ça m'a pris tellement d'énergie que je pensais même plus à ma blessure, et au final après tout s'est enchaîné de manière bénéfique parce que quand j'ai pu recommencer à grimper, après j'avais mes trucs de coaching à côté, enfin vraiment cercle vertueux. Ouais, je te rejoins complètement. Ça te maintient dans un processus d'aller vers l'avant, et du coup je pense que c'est ultra bénéfique. Ça reste stimulant, et carrément, ouais, c'est un super bon conseil. C'est une dynamique de challenge. Mais c'est des choses qui sont difficilement quantifiables, mais ce qu'on sait plus ou moins, c'est qu'on sait pas exactement comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. On le voit par exemple sur des études sur des cancers, notamment des cancers qui sont pris à des stades à peu près similaires avec des médications similaires. La personne, le patient qui va avoir un entourage positif, qui va lui-même être capable de se dire bon justement je vais faire ce qu'il faut pour me battre, pour que ça aille mieux, et au contraire le patient qui est dans un environnement où j'en sais rien, il y a pas trop de soutien, son beau-frère et son caniche qui se battent pour son héritage, et du coup il est tout seul déprimé, enfin on voit que il y a une grosse différence au niveau justement des chances de rémission et de l'amélioration de l'état de santé du patient. C'est fou. Donc ouais, facteur psychologique influe énormément sur le physique. V. V, en fait on pourrait presque le mettre avec le PIS, mais bon du coup ça marche plus. Mais le V, c'est vascularisation. Okay. En fait, pour apporter les structures nécessaires à la guérison des tissus, il faut vasculariser. Ça tombe sous le sens, mais des fois on a tendance à l'oublier un peu. Donc, comme on disait tout à l'heure, les poulies par exemple, il n'y a pas de vaisseaux sanguins qui vont dans les poulies, donc ça passe par le liquide synovial, donc si tu remets pas en charge, ça se réadapte pas. C'est ça, mais dans tous les cas, en fait, si tu veux, ta poulie, une fois qu'elle est pétée, tu la récupères pas. Donc en fait la poulie, il faut partir du principe que, pour prendre l'exemple de la poulie, tu vas vasculariser ce que tu veux, elle est morte, et c'est pas grave en fait. Même sur une partielle, tu penses, sur une partielle, non, ça cicatrisera pas forcément comme il faut. Tu auras peut-être du coup du tissu cicatriciel qui sera pas orienté tout à fait de la même manière que le reste de la poulie, mais ça sera quand même solide. Mais sur une poulie totale, à moins qu'on t'ouvre pour la suturer, tu peux vasculariser, et l'intérêt de la vascularisation, il va être justement d'apporter les nutriments nécessaires à la consolidation des tissus adjacents, parce qu'en fait quand tu te fais une poulie totale, tu l'opères pas forcément et tu peux grimper aussi fort qu'avant, mais tu vas avoir justement la plaque palmaire qui s'adapte, tu vas avoir les capsules adjacentes, tu vas avoir les autres poulies cruciformes ou annulaires qui s'hypertrophient aussi pour compenser la perte de cette poulie. J'en ai vu des grimpeurs qui se sont fait une poulie totale et qui se sont pas fait diagnostiquer et qui se sont pas fait opérer ni rien, et maintenant il leur manque littéralement une poulie et ils arrivent à grimper tout aussi fort. Bien sûr. Et c'est un truc que j'ai déjà vu, donc c'est hyper parlant ce que tu dis. De toute façon, justement quand j'avais
j'avais rencontré un chirurgien de la main pour qu'on échange un peu là-dessus et pour qu'on discute. Il me disait, de moins en moins ils opèrent des poulies. Ils opèrent dans le cadre où c'est des ruptures, des pluriruptures. Mais sinon, lui, ce qu'il me disait, c'est que si c'est pas le métier de la personne, qu'il n'est pas guide de haute montagne ou grimpeur professionnel, on va avoir tendance à pas comment dire, opérer, parce qu'au fur et à mesure, on se rend compte que le traitement conservateur est quasi sur une rupture simple d'une poulie est quasi aussi efficace et aussi rapide que d'opérer. Donc on évite tout ce qui risque d'infection en ouvrant, tout ce qui est, et on part plutôt sur le traitement conservateur et la rééducation, quoi. Ouais, Et en effet, tu as plein d'exemples. Alex Megos en est un. Alex Megos, il s'est fait une poulie sur une compétition de bloc, il me semble. Et il est connu pour sa force doigt et on le voit toujours serrer des réglettes, il est toujours très très fort. Même sur ses séries de vidéos YouTube où il disait qu'il avait une poulie récemment, tu le voyais tenir des 14 mm à un bras, enfin il a une force titanesque, tu vois, et comme tu dis, ouais, le reste s'adapte et ouais, clairement. C'est ça, le corps est une merveille d'adaptation et en fait, à partir du moment où on lui donne les clés nécessaires, donc là c'est ce qu'on disait, quoi, typiquement l'apport nutritionnel qu'il faut, le sommeil qu'il faut, le management des variables d'entraînement. En fait, le corps il se réadapte. Enfin, pour la petite anecdote, il y a des fouilles qui ont été faites sur des sites romains où il y avait des combats de gladiateurs, et en fait ils se sont rendus compte que à l'époque des gladiateurs, quand il y en avait qui se luxaient une épaule dans l'arène, à l'époque ils ne savaient pas remettre une épaule en place. Et ils ont observé sur les squelettes des traces de début de labrum qui s'étaient formées au niveau des côtes. Donc le labrum, c'est ce qui crée la congruence au niveau entre justement la tête de l'humérus, de l'os du bras, au niveau thoracique. Donc en fait, il y avait une pseudo-articulation qui se recréait avec la tête de l'humérus 30 cm plus bas, quoi. Okay, ouais. Donc en fait, le corps est vraiment capable de s'adapter selon justement le temps qu'on lui laisse et les billes qu'on lui donne, quoi. Donc voilà, ça c'est aussi important de le rappeler, parce que malheureusement je tombe souvent sur des patients qui sont un peu sur des discours anxiogènes de la part, soit de proches, que ce soit des gens de leur famille, que ce soit des entraîneurs ou même des fois d'autres thérapeutes qui ont tendance à être un peu dans ce truc de je suis le gourou, je suis la seule personne qui peut vous sauver, et qui leur dit ah non mais là faut arrêter, là vraiment c'est une catastrophe. Non, en fait, nous, vraiment, en tant que thérapeute, ce qu'on fait, c'est juste essayer de faciliter le processus de la nature pour récupérer. Mais on n'est pas... c'est en gros, le corps sait ce qu'il doit faire, et il sait le faire. Et nous, on est juste là pour orienter au mieux la personne. C'est ça. Mais, faut justement aussi... je tenais vraiment à parler de ça, à éviter d'être dans ce discours un peu anxiogène où tu dis, ah oui, non, mais là, vraiment, c'est grave... Non, en fait, Et puis il faut toujours relativiser, on n'est pas forcément tous des athlètes de haut niveau, il y a d'autres choses dans la vie, comme tu disais, on peut toujours trouver des alternatives. Comme tu disais, il y a des trucs où en fait au final sur l'instant T c'est grave, et tu te rends compte au final que c'est pas si grave que ça, et tu peux un peu passer outre. C'est ça, et puis si tu es entouré de ce discours anxiogène, ça joue aussi sur ce qu'on disait sur déjà l'éducation. Tu vas pas forcément t'éduquer parce que tu as un son de cloche et tu cherches pas à vérifier si tu peux avoir un autre son de cloche ailleurs, et sur l'optimisme aussi, ça joue pas en ta faveur, donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ouais, clairement. Et du coup, le dernier, le E, c'est pour exercice. Donc en gros, tu vas travailler une palette d'exercices justement qui seront évolutifs en fonction de l'état où tu en es par rapport à ta blessure, quoi. C'est sûr que si tu viens de te faire une entorse de grade 3 avec arrachement ligamentaire, je vais pas te mettre sur une plio box au bout d'une semaine à faire des sauts sur un pied, quoi. Ce serait pas adapté. Clairement. Donc de la progressivité dans la remise en charge, même dans les exercices que tu peux progressivité, justement, variabilité, adaptabilité, c'est ça, sur de l'exercice. Ok, c'est top. Et du coup, ça résume assez bien le processus global. Et du coup, Baptiste, toi, c'est quoi un peu ton approche en tant que coach? Plus sur la partie, je dirais... moi je dirais la gestion des douleurs, parce que moi c'est ce que je retrouve le plus dans mes suivis, où la personne elle va me dire tiens, suite à la séance j'ai un petit peu mal ici, j'ai un petit peu mal là,
comment tu gères un peu ça, Ouais. voire même si tu as de l'expérience par rapport à la gestion des blessures, enfin tu peux un peu nous détailler. Avant de parler de la gestion de la douleur, je vais juste commencer par dire que si il y a une blessure qui est assez récurrente et qui a atteint de façon significative le grimpeur et sa capacité à grimper, moi je pense qu'il ne faut pas perdre de temps, il faut rapidement conseiller à l'athlète d'aller voir un professionnel qui sera capable de mettre un diagnostic, parce que ce soit un suivi à distance ou même en présentiel, la grande majorité des coachs n'a pas la double casquette, mis à part avoir peut-être fait un master en réathlé, et encore, il faut être compétent et pouvoir diagnostiquer une patho. Et puis de la réathlé de la main, c'est tellement plus complexe que de la réathlé clairement, de tout le reste. Clairement, donc mis à part avoir une double casquette que très très peu de personnes auront, dire je pense que c'est ça ou je pense que c'est ça, en fait ça peut faire perdre du temps, ça peut faire perdre de l'énergie, ça peut faire perdre en qualité de vie et en santé la personne. Donc moi la première chose que je dis à la personne, c'est prends rendez-vous le plus rapidement possible pour aller voir un professionnel qui sera capable de poser un diagnostic, ou en tout cas de poser le diagnostic le plus probable possible dans un premier temps, et ensuite on pourra voir si on continue les entraînements de telle ou telle façon, comment on peut adapter pour maintenir les entraînements de sorte à ne rien aggraver, et permettre de pouvoir continuer la pratique. Encore une fois, si c'est possible. Évidemment, si c'est pas possible, il faudra prendre le temps. Tu vas pas regrimper. Tu vas pas regrimper. Il y aura toujours peut-être des choses à faire de l'autre côté, ou au niveau du Mont Brimph, ou ce sera peut-être l'occasion justement de se concentrer sur cette partie-là. Mais en fait, ça serait la première étape, et effectivement, je pense, à mon sens, une étape sur laquelle il faut pas hésiter en fait de presque se précipiter, ou en tout cas le dire rapidement à l'athlète. Tu commences à avoir mal, bon, une séance peut-être pas, mais si c'est une douleur moyenne qui est pas trop élevée, on peut voir comment ça se manage, si tu dors un peu plus ou si tu manges un peu mieux, mais ne pas trop tarder si c'est quelque chose de trop récurrent, d'aller un peu voir ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Ok, ouais, super conseil, en vrai, je te rejoins totalement. Ouais, je pense que ça devrait être quelque chose qu'on en fait nous apprend en STAPS, et en fait je crois même pas l'avoir entendu ce conseil. Le conseil qu'on a en STAPS, c'est ok, bah du coup tu as ces douleurs là qui sont récurrentes, tu peux mettre telle ou telle routine. Bah, avant de mettre cette routine pour travailler encore une fois sur cette zone, peut-être ce serait bien un chouïa de la décharger, voir si déjà la douleur elle part, parce que si on décharge et que la douleur part pas, ça peut déjà guider sur le diagnostic. Ouais, c'est ça. Et ensuite voir en termes de temporalité quand est-ce qu'il sera bon de recharger progressivement pour augmenter les capacités des tissus. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, du coup, c'est un petit peu en lien. Quand il y a une douleur ou une gêne que le grimpeur vit dans sa grimpe, tout d'abord, moi, j'essaie de vraiment essayer de comprendre dans quel mouvement cette gêne ou cette douleur a eu lieu. Typiquement, c'est une discussion que j'ai eue avec mon frère qui est un grimpeur fort à Fontainebleau, dans le sens fort où il est dans le 8 régulièrement, il en sort, et donc j'estime que c'est un grimpeur quand même qui a un gros bagage. Dans un bloc, je me souviendrai plus du nom, où il a une inversée, où il doit être en hyper extension du poignet, légèrement en rotation interne, externe, pardon. Interne, et je fais pareil quand je fais les messages vocaux, je mime les bras. Attends, c'est rotation interne, externe, je sais plus. Classique. Ouais. Et il me disait j'ai mal au poignet dans ce bloc. Est-ce que tu aurais une idée de comment je pourrais travailler le poignet pour que il soit plus renforcé quand j'y retournerai, quand il y aura les condis l'hiver prochain, puisque c'est un bloc Acondi. Ouais, Acondi. Comme et 90% des blocs à Blo. Et du coup, je lui ai dit avant ça, ok, mais c'est vraiment dans quelle position qu'est ton poignet, qu'est tout ton corps, et dans quelle direction sont mis les structures, les forces sur les structures, pour essayer d'un peu dégrossir, essayer de comprendre également si c'est une position qui est récurrente ou pas. Là, typiquement, cette position-là, avec une inversée qui est au niveau des pecs, de ce que je comprends et de ce qu'il me disait, c'est pas du tout une position dans laquelle il a l'habitude d'aller. Et donc là, ça permet aussi de savoir, c'est juste que tes structures, elles sont
elles sont pas Habitué à prêtes. ce En fait, si moment-là. c'est juste une douleur, bah, peut-être de changer de bloc, d'aller voir autre chose. Et ensuite, avant de retourner dans celui-là, une fois que la douleur a un petit peu diminué, bah, ça peut être bien d'essayer de mettre une routine où là, tu vas travailler dans des angulations spécifiques du poignet. Toujours, on l'a répété peut-être 10 ou 15 ou 20 fois. Remettre en charge progressivement les tissus pour créer les adaptations nécessaires pour faire en sorte que une fois qu'ils reviennent dans le projet, il y ait peut-être moins de douleurs ou alors des douleurs qui aient disparu dans le cas où ça aurait été fait assez bien et assez longtemps. Ou alors aussi peut-être, comme on parlait tout à l'heure de la tactique, s'il sait qu'il a mal jusqu'au 5e run ça va et 6e, 7e run la douleur elle se déclenche, bah, il se limite à 5 runs Cadrer par ses séance. séances, Et ça fait du bien, ouais. Clairement, ça peut être une aussi tactique pouvoir jouer la aussi, tactique. Exactement. Donc voilà un petit peu comment je verrai la chose. Et après, une fois que la douleur est managée, qu'on sait ce que c'est, si c'est une patho que je peux pas gérer, que c'est au-delà des douleurs, bah, je vais dire à la personne, bah, contacte un kiné compétent. Moi, ça fait 1 an que tous les grimpeurs qui ont mal, je leur dis, tiens le numéro de Clément. Je sais que c'est un kiné qui spécialise dans la grimpe. C'est ça. Mais non, mais c'est vrai, mais en fait, il n'y en a pas tant des kinés Ouais, compétents c'est ça. qui sont capables de pallier au problème en fait. ouais, et d'avoir une analyse assez poussée de la tâche du grimpeur, des structures, comment elles sont mises en charge. Et donc, ouais, ça fait 1 an que tous les grimpeurs qui ont mal, je leur dis passe un scanner, une IRM, une échographie, un examen. Il va voir Clément. Et après, si tu sais pas quel kiné tu peux aller voir, si t'as pas un kiné déjà en tête vers lequel tu peux aller, bah moi j'en ai un bon, je sais qu'il fait du bon boulot. Et autant aller vers quelqu'un qui fait dès le début du bon boulot plutôt que d'aller sur une mauvaise expérience et pas forcément résoudre le problème clairement, si on peut résoudre le problème. Donc voilà un petit peu. Et après, si c'est quelque chose que j'estime je peux gérer, ça reste dans le cadre de douleur plus ou moins, comment on dit, ponctuelle. Là, ça va passer par, effectivement, comme je conseille à mon frère, des routines. Moi, j'appelle ça routine, mais en fait, c'est plus dans l'imaginaire des gens ce que ça va résonner. Mais en fait, c'est des séances de préparation physique très très spécifiques à certaines zones du corps pour remettre en charge progressivement les tissus et en fait augmenter les capacités. On en revient là, mais en fait, c'est la grosse base de comment on fait pour d'un moment où notre corps n'est pas prêt, avoir un corps qui est prêt. Bah, en fait, c'est une remise en charge progressive et voilà quoi, en fait, tout simplement et tout bêtement quoi. De la préhabilitation quoi. Ouais, voilà, c'est ça. De la préhabilitation, pardon, je sais pas si on a bien entendu Clément. Ouais, mais c'est clairement ça et en vrai, moi, j'ajouterais juste ce truc-là de un peu l'analyse un peu holistique, comme on a dit, d'analyser le stress, l'alimentation, Clairement. est-ce que c'est arrivé sur une séance en particulier, sur un mouvement en particulier, prendre le temps, tu vois, de faire une visio avec la personne, là je parle pour mes suivis en particulier, tu vois, d'essayer de comprendre, bah voilà, qu'est-ce qui a pu faire que la blessure elle se déclenche à ce moment-là, est-ce que peut-être juste réduire la charge d'entraînement, je sais pas, je dis un truc au pif, sa séance de volume elle durait 2 heures, peut-être que si on passe à 1h30, est-ce que la douleur elle diminue, enfin tu vois, si c'est une blessure ou quoi qui est pas trop grave, où tu peux quand même continuer de grimper, donc ouais, réduire la charge, réduire aussi la charge sur la prépa physique si elle fait de la prépa physique à ce moment-là. Mais ouais, voilà, c'est un peu les mêmes conseils. En fait, c'est un petit peu toujours les mêmes axes, c'est sommeil, nutrition, stress, charge d'entraînement. Hydratation aussi. Hydratation, c'est souvent moi je le comprends dans la nutrition, en mais été, ouais, enfin c'est vrai que je l'intègre aussi dans la nutrition, mais tu vois, en été, franchement, il y en a beaucoup qui s'hydratent pas du tout, tu vois, ou même les électrolytes et tout, enfin. Ouais, voilà, je pense et ça peut aussi faire du lien avec la stratégie. Ouais, typiquement, dans une séance de bloc, après chaque run, boire une petite gorgée, ça fait pas de mal. Parce que si t'es plus fatigué, t'as tendance à plus compenser. Si tu compenses plus, tu peux peut-être plus te blesser. Ouais, enfin voilà, moi je le vois aussi un peu comme ça. J'ai plus du tout les références, mais j'avais lu une étude qui expliquait le lien entre perte hydrique et baisse de niveau de force. Ah oui, mais c'est et énorme. c'est énorme en fait, pour juste à peine avoir la sensation de soif, avoir la bouche un peu sèche comme on l'a, parce qu'on parle beaucoup, mais juste tu commences à avoir ça, tu perds une quantité de force énorme. Et pour de la grimpe XT, pour avoir fait pas mal de séances dehors, ça se joue à c'est pas du pourcentage. tout. Ouais, c'est pas du tout un réflexe de boire régulièrement et en fait de s'hydrater, alors qu'on passe la journée dehors au soleil et on a tendance à vite s'assécher. Ouais, pour faire une petite parenthèse là-dessus, en fait, l'hydratation joue un rôle de thermorégulation des tissus aussi. On sait qu'en état de déshydratation, un tendon du coup va contenir moins d'eau et du coup sa température va être plus élevée, et qui dit température plus élevée dit inflammation. Donc
ça joue en fait réellement un rôle, l'hydratation, au niveau de ce côté, ben, je diminue, c'est un peu, j'apaise l'incendie, quoi. C'est au sens propre comme au sens figuré, quoi. Ok, ça je savais pas du tout, tu vois, c'est hyper intéressant. Ouais. Ok, super. Ouais, et pareil, ça va très très vite, quoi. 5% de déshydratation, c'est tant d'augmentation au niveau local en température sur ton tendon qui va à terme mener à une surchauffe, une dénaturation des fibres de collagène et une inflammation passagère, ou si ça va trop loin et répéter trop de fois, chronique. Donc ouais. Oui, par rapport au lien de entraîneur-entraîné, vis-à-vis de ces questions-là, et c'est quelque chose qui est assez j'aime pas trop ce mot, sous-côté, c'est quelque chose qui est pas habituel en tout cas dans la relation entraîneur-entraîné, mais de parler, évidemment si la personne en a envie et si ça la gêne pas ou quoi que ce soit, mais de parler peut-être de complications dans des relations sentimentales, ça peut avoir une influence sur le stress, et donc une répercussion sur comment l'entraînement est perçu et vécu par le corps. Ça peut être sur l'augmentation de la charge de boulot. Pareil, en fait, les personnes n'y pensent pas forcément. Un peu ce truc de holistique, où ouais, tu voilà. prends un peu tout en compte. Un moment de vie où on n'a pas forcément le temps de vraiment cuisiner et faire des choses plutôt saines, où on a tendance à se réfugier dans des aliments transformés qui vont plutôt stresser le corps. Pareil, ça peut être un moment de vie où voilà, on n'a pas le temps et il n'y a pas de problème, et juste le principal, c'est en fait, je pense, c'est d'adapter la charge d'entraînement. Et comment on fait pour l'adapter, c'est d'en parler au coach et à la personne qui nous suit, ou alors si on le fait soi-même, d'en avoir conscience et peut-être d'être un peu moins exigeant avec soi-même sur ces moments-là. Pareil, le sommeil, ça peut être en lien avec le stress, ou comme je disais, les relations sentimentales. S'il y a une augmentation du stress ou de la prise de tête vis-à-vis de ça, on peut avoir un sommeil qui a une moins bonne qualité. Ça peut aussi se faire en lien avec les sportifs de haut niveau qui décalent sur différents fuseaux horaires le sommeil. Clairement, il y a des stratégies à mettre en place vis-à-vis de ça, vis-à-vis du sommeil et de la récupération qui sera complètement chamboulée. En fait, si on va sur 12 heures de décalage horaire, là, on va mettre un petit peu de temps à s'adapter. Et donc voilà, cette vision un peu holistique, et le coach, surtout en distanciel, ne va pas forcément le percevoir, parce qu'en fait sur une vidéo on peut se dire que cette vidéo est intervenue à tel ou tel moment de la séance, donc la fatigue influence. Mais par contre, pour du coaching en présentiel très poussé, comme on peut avoir, où là on va directement voir quand la personne en face est un peu fatiguée, quand elle réagit pas du tout pareil aux mêmes exercices, ou alors typiquement avoir une routine d'échauffement cadrée et toujours la même, ça permet un petit peu de savoir à la fin de la routine d'échauffement, ok, d'habitude j'ai ces sensations-là, je me sens un petit peu plus fatigué, un petit peu plus rouillé. Ça permet déjà d'avoir une sorte d'autorégulation personnelle sans forcément parler au coach, je me sens un petit peu plus rouillé aujourd'hui, pour telle ou telle raison, peu importe, mais être un peu moins exigeant avec moi-même et adapter, au lieu de faire 2h30 comme j'avais prévu, peut-être passer sur du 2h ou du 1h45 de séance, ou alors prendre un petit peu plus de temps de repos. Mais du coup, voilà, pour la blessure, ce qui est vraiment important, c'est de se dire qu'on ne peut pas mettre de lien de cause à effet entre un événement et une blessure. C'est forcément quelque chose d'holistique. Multifactoriel, comme disait Clément tout à l'heure. C'est ça. C'est pas possible on peut se dire que, ok, cet élément est un peu déclencheur, mais ce sera pas forcément jamais la cause unique, le seul élément sur lequel se repose la blessure et le mécanisme de blessure, quoi. Et souvent, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'inflammation des doigts, c'est vraiment l'hygiène de vie en général, et ça fait boule de neige parce que tu manges mal, tu vas mal dormir, ton sommeil est moins profond, de moins bonne qualité, moins d'énergie. Du coup t'es plus stressé parce que t'es moins en forme la journée, donc tu dois travailler plus pour faire la même charge de travail, donc en fait au final t'es plus stressé au travail, et en fait ça fait un peu boule de neige et t'arrives plus à t'en sortir de ce truc là, et la blessure ça arrive inévitablement, et ouais, c'est améliorer un peu ses habitudes de vie, c'est un conseil général, très facile à dire, très dur à faire. Très dur à faire, clairement. Très dur à faire, mais tu vois, moi dans mes coachings, je prends vraiment le temps d'analyser ça, de dire à la personne, tu vois, par exemple, le conseil basique de, faire 10 000 pas par jour, tu vois, juste pour améliorer sa santé cardiovasculaire au général. Si t'as pas le temps de faire tes 10 000 pas, peut-être que déjà en faire 5 000 c'est déjà bien. Si t'en faisais 0, si tu marchais quasiment pas dans ta journée, voilà, des trucs où on n'est pas des athlètes de haut niveau, on peut pas être à 100% tout le temps, mais je pense faire les efforts 80% du temps et quand même faire un petit peu plutôt que de rien faire, c'est toujours bien dans cette logique de rester actif, comme on disait par rapport à une fois que t'es blessé, si t'es blessé sur le membre sup, travailler un peu plus ton membre infra, ça revient un peu toujours au même conseil. Et je pense qu'on a un peu cerné le mais sujet. Du coup, voilà, on voit qu'il y a différentes façons
de s'approprier la question, et en fait on en revient toujours à la base, charge d'entraînement, sommeil, nutrition, stress. Et du coup c'est là-dessus qu'on peut vraiment se baser pour essayer d'avoir un peu un dézoom et d'essayer de vraiment palper un début de raison de ok, pourquoi on se sent mal ou pourquoi on arrive à des douleurs et des blessures. Ouais, juste pour rebondir là-dessus, en fait, en gros, là, moi, je suis en train de me former en nutrition et il y a un auteur, en gros, qui fait consensus en nutrition, qui est très connu, c'est Rob Wolf. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. C'est celui qui a écrit The Paleo Solution et qui a remis un peu à la mode le régime paléo. Et voilà, New York Times best-seller. Enfin, il a eu du coup un succès fou avec ce bouquin. Et il a été contacté par le PDG de Google qui lui a dit il faut que tu reprennes en charge mon alimentation. Enfin, je sais pas, le numéro 2 de Facebook qui disait en gros j'avais presque tous les cadres des GAFAM dans ma boîte aux lettres, quoi. Et du coup, il a écrit un bouquin un peu plus tard qui s'appelle Wired to Eat, donc engagé en gros dans mon alimentation. Et en fait, il parle de cette expérience et il se base sur, je crois, 5 piliers fondamentaux. Et en fait, il dit, avant d'avoir un client et de du coup m'occuper de son alimentation, je regarde ces 5 piliers fondamentaux. Et dans ces 5 piliers fondamentaux, il y avait l'activité physique, les relations sociales, l'exposition à la lumière naturelle, la vitamine D, le sommeil. Ouais, et le dernier, c'était, on l'a dit, activité physique, relations sociales, exposition à la lumière naturelle. Et ouais, je sais plus, il doit y en avoir un autre, mais je l'ai plus exactement en tête. Et en fait, il disait, voilà, c'est souvent des gens qui sont dans des cadres donc qui font 12 heures par jour au bureau, qui sont derrière des écrans d'ordinateur, qui voient pas la lumière du jour, donc pas trop de vitamine D, de processus, pas de temps passé en nature, donc pas de pas comme tu disais, donc ça c'est déjà un problème. Les relations sociales, quand tu poses 12 heures par jour, c'est compliqué. Quand t'es pas en instance de divorce avec ta femme, t'as pas le temps d'aller prendre un coup avec tes potes, donc pareil, ça marche pas trop. L'alimentation, les katas, tu dois manger entre deux réunions, t'avales un sandwich. Fast food. Ouais, ça, c'est celui-là le dernier point, c'est l'alimentation, celui que j'avais pas mentionné. Et en fait, et l'activité physique, pareil quoi. Enfin, ce genre de truc, l'activité physique, à moins que tu fasses du tapis quand t'es en réunion aussi ou que t'es un bureau debout, c'est très très compliqué. Et en fait, il disait, mais moi je suis pas Dieu quoi. C'est-à-dire, je fais de la recherche en nutrition, c'est mon boulot, je suis un expert plutôt reconnu dans le domaine au niveau mondial en effet. Mais je vais pas pouvoir faire de miracle. En fait, si la base n'est pas là, c'est ça, t'as beau être, je sais pas, Mark Zuckerberg, en fait, si ces piliers-là, ils sont pas un minimum équilibrés, ou si à la limite il y en a un qui merde sur les 5, mais si t'as un 4 sur 5 ou 5 sur 5 qui sont pas bons, je vais rien pouvoir faire pour toi quoi. Ouais, tu peux manger aussi bien que tu veux, si le reste. Oui, je vais pouvoir mettre ton alimentation au top, mais à côté de ça. Si tu dors mal, que tu vois pas le santé, soleil. C'est ça, ouais. Ouais, et comme tu dis, la santé c'est global, c'est pas que juste ce que tu manges. Ouais, c'est ça, c'est. Carrément. Et ça, en termes de santé publique, je pense qu'on nous habitue pas assez à avoir cette vision systémique parce que c'est beaucoup plus complexe et ça demande beaucoup plus de réflexion. Et en fait, on peut pas faire de lien de cause à effet ultra direct entre des choses qui sont aussi complexes, quoi. Et dans la conception d'une patho ou d'une maladie, typiquement quelqu'un qui va avoir un cancer du poumon et qui a fumé, en fait, il n'y a pas que ça, quoi. Alors ça peut. C'est fortement lié. Voilà, c'est fortement corrélé, mais il y a peut-être d'autres éléments qui ont. Il y a des gens qui ont des cancers des poumons qui n'ont jamais fumé. Et il y en a qui ont fumé toute leur vie, et il y en a qui ont fumé toute leur vie et qui n'auront jamais de cancer du poumon. Donc c'est bien qu'il y a des facteurs externes qui sont aggravants, mais c'est pas forcément le déclencheur. Voilà, et je pense dans la conception de masse, on va dire, en tout cas c'est ma vision, enfin j'ai l'impression que c'est ça, les liens de cause à effet sont beaucoup trop directs et on se remet pas en question de façon globale sur qu'est-ce qu'on peut changer. En fait, c'est des petites pièces qu'on peut changer et au final, il y a la grosse pièce qui a complètement une forme différente et qui permet de beaucoup mieux fonctionner. Mais bon, du coup, ça, c'est aussi la facilité de percevoir ces problématiques-là qui... c'est surtout que les gens veulent des réponses tout de suite en fait. Ouais, et ça je le vois aussi en kiné, je pense que vous le voyez aussi en coaching, c'est genre donne-moi les 3 meilleurs exercices pour gagner en force doigt. Voilà. Et moi en kiné, ça se trouve t'as même pas besoin de force doigt quoi. Oui. Déjà. Déjà. Et c'est ça, c'est attends, j'ai vu telle personne, il faisait justement tel exercice pour telle problématique. Donc j'ai fait ça. Mais voilà, j'en ai besoin rapidement et je veux que ça marche de suite. Et il n'y a pas un effet de remise dans le contexte ou de vision de l'ensemble quoi.
Ouais, c'est clair. Hein. C'est clair, c'est des choses, c'est des demandes que j'ai vécues et que je pense que tu vis aussi. Ouais, clairement. Mais après, tu vois, j'ai l'impression que si tu insistes, comme tu disais, un peu sur la partie éducation, le fait que, tu vois, moi, je vais vraiment dire à la personne, bah, on part sur une semaine de familiarisation pour apprendre un peu à se connaître, à mettre en place le suivi, puis après la semaine de test physique, où le but, c'est justement de trouver un peu tes points forts, tes points faibles, etc. Bah, la personne va être beaucoup plus en confiance et va pas se dire, ah bah ok, bah, j'ai un point faible en doigt, bah, c'est un vrai point faible, c'est pas moi qui le pense, c'est le coach qui m'a testé, qui a dit que ça. Et ouais, j'ai beaucoup moins de demandes de ce type depuis que je gère un peu mieux moi ce que j'appelle l'onboarding. Bah, quand la personne elle arrive et entre le moment où elle commence vraiment le coaching, bah, en fait elle se pose beaucoup moins de questions parce qu'elle a une vision claire de ce qu'on va faire. Et ça, je trouve en vrai c'est hyper important. Et ouais, comme ça permet d'enlever un peu tout ce stress de l'inconnu et la personne se laisse vraiment plus guider. Et après, moi ce que je dis toujours, c'est que le coaching c'est une relation de communication. C'est pas moi qui sais tout et la personne que je coach qui sait rien. Et c'est une relation que tu construis en termes de communication où je sais pas, peut-être tu vas lui proposer une situation et en fait tu te rends compte que c'est pas adapté parce que ceci, cela, tu vois, ça peut même être juste des préférences perso, tu vois, juste elle aime pas faire cet exercice, donc elle est pas motivée, donc elle va pas forcer, donc elle va pas progresser. Bah ok, bah c'est pas grave, tu trouves une alternative, enfin voilà, après c'est infini quoi en termes d'adaptation. Ouais, c'est clair. Ok, bah je pense qu'on a un peu bien balayé le sujet. Et du coup, là je vais passer plus sur une question pour toi, Baptiste, pour revenir un peu plus sur le contexte général du podcast qui est en gros de progresser en escalade en général. Si tu avais vraiment un seul conseil pour un grimpeur intermédiaire, comme on a dit tout à l'heure, grimpeur intermédiaire pour nous c'est on va dire un grimpeur de rouge Arcos, enfin rouge à The Roof ou quoi, qui commence un peu à toucher des blocs noirs. Sans forcément d'objectif compétitif. C'est ça, sans forcément d'objectif de compétition. Pratique libre. Progresser de manière globale. Ouais, voilà, c'est vraiment un conseil que tu pourrais donner à cette personne-là qui cherche quand même à progresser, mais pas d'objectif de compète, juste je veux m'améliorer en bloc, en salle, ou alors en diff en salle, tu vois, enfin... Ok, bah du coup pour ce type de profil, moi ce que je conseillerais c'est vraiment d'axer, tout à l'heure je parlais de technique gestuelle, de tactique et de stratégie. Je pense que pour ces grimpeurs là, la stratégie et la tactique elles peuvent venir plutôt dans un second temps, même si on peut commencer déjà à y réfléchir, mais ce sera plus d'axer vraiment la pratique sur le développement des techniques gestuelles. Pour des grimpeurs qui sont pas baignés dans le milieu de la grimpe et dans cette activité depuis tout petit, et qui s'y mettent quand même assez tard par rapport à des jeunes grimpeurs qui commenceraient dès l'âge de 10 ans, comme j'ai pu vivre, ou même avant, largement avant même. Développer la sphère technique, elle sera beaucoup plus bénéfique à mon sens pour être beaucoup plus optimisé dans ses placements et pouvoir optimiser, optimiser ses placements. Et ça peut passer par différentes choses. Moi, je préconise aux grimpeurs de se filmer. Faut pas avoir honte de se filmer avec un petit trépied ou même de demander à des copains de se filmer pendant une séance de grimpe parce que vivre des choses dans son corps et observer ce qu'on a réellement fait, il y a parfois et très souvent un énorme décalage, que ce soit pour les débutants ou alors plutôt de l'intermédiaire ou même de l'expert ou du grimpeur qui grimpe depuis très longtemps. Moi, quand je me filme, parfois j'ai l'impression de grimper comme un sac à patates et en fait t'es assez fluide. Bah finalement de l'extérieur c'est pas si déconnant et ça c'est assez fluide. Alors après si t'as eu cette sensation c'est peut-être que peut-être une part de il faut vérité, quand même peut-être se poser des questions et puis même qu'est-ce que je vais chercher, est-ce que j'ai envie de grimper fluide pour me sentir fluide ou est-ce que j'ai envie de grimper juste pour être joli et donc voilà, donc après ça c'est d'autres questions, mais du coup se filmer et pouvoir se faire des retours vidéo, auto-retours vidéo ou même demander à des copains qu'est-ce qu'ils ont pensé et voilà. Observer les autres grimpeurs, ça ce serait un deuxième conseil, parce qu'on a tous des capacités et on est tous avec des armes différentes. Le grimpeur, je recommence. Le head coach de l'équipe de France, Aristotelis Iontos, il a l'habitude de dire en fait on est tous une pièce de puzzle et juste on est tous différents mais on va tous quelque part et on va tous réussir à trouver notre place et à réussir ce qu'on doit faire, c'est-à-dire s'assembler au puzzle quoi. Et ben en fait c'est un petit peu toujours ça quoi. On a tous des capacités différentes, on a tous un vécu sportif passé ou actuel différent. Et en fait, on va voilà, on va tous voilà, même une analyse de la tâche et de ce qu'on va devoir faire différente. Et il va falloir trouver la sienne. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, il n'y a pas de bonne ou mauvaise technique. Juste, il y a des différences dans l'approche.
de la technique. Et du coup, c'est super intéressant de regarder les autres parce que regarder les autres, ça nous apprend beaucoup. C'est pas juste regarder les autres pour regarder, mais c'est vraiment observer, essayer de comprendre pourquoi il fait tel placement, pourquoi là, le pied, il est un petit peu plus tourné avec le talon vers la droite alors que moi, j'ai plutôt tendance à le mettre vers la gauche. Qu'est-ce que ça change dans le positionnement de la hanche et du coup du transfert des appuis. Et donc ça, ce serait un deuxième conseil. Et troisième conseil, ce serait de refaire les blocs plusieurs fois jusqu'à sentir que vraiment, ou alors observer avec la vidéo, c'est possible de le faire plusieurs fois, mais jusqu'à sentir que, ok, là, vraiment, le passage, je l'ai maîtrisé et je ressens une sorte d'efficience et une sorte d'efficacité dans ma grimpe. Et ça peut, à mon sens, vraiment changer les choses. C'est encore plus valable dans des salles qui sont dans des salles un peu moins commerciales où les blocs tournent pas souvent. Ça va être un super exercice. Ouais. Et dans les salles commerciales avec des blocs et des secteurs qui tournent souvent, bah, de toute façon, on est tous à un niveau donné. Si on fait facilement les bleus et qu'on galère dans les rouges, bah, les rouges, on va tous buter un peu dessus. Et ce sera toujours intéressant, une fois qu'il est fait, de retourner dedans et d'essayer de trouver une autre technique. Et ça va être super intéressant pour le développement à la fois psychomoteur et aussi le développement dans la recherche des méthodes. Dans la recherche des méthodes, vraiment se poser les bonnes questions, se remettre en question et pouvoir partir sur des schémas qu'on n'avait pas du tout imaginés. Bah, typiquement, hier, quand on grimpait avec Léo, hier, on s'est fait une séance dans des blocs durs. Il y a des méthodes qui se donnaient comme bonnes, on va dire, même s'il n'y a pas de que j'estimais bonnes, on va dire. Pour toi et pour tes capacités. Ouais. Et en fait, j'ai un peu remis en question certaines méthodes et les passages dans la noire, là, la B12, clairement, super fluide, tu dépensais plus d'énergie. Alors que je forçais comme un bourrin juste avant. Alors tu forçais comme un bœuf. Et j'étais persuadé que c'était la méthode et je m'acharnais parce que j'ai fait exprès de te laisser un petit peu creuser là-dedans. Ouais, mais ça c'est très parlant et comme tu disais, c'est clairement un truc qu'il faut travailler et ça passe par ce fait de répéter les blocs en essayant de faire une autre méthode ou alors comme tu disais d'optimiser en te filmant et de dire là mon pied je l'ai pas placé bien direct, l'essai d'après je me focalise sur ce truc là et comme tu as automatisé un peu tout le reste, tu arrives à te focaliser que sur ce truc là. Par rapport à tout ce qui est charge cognitive, quand tu es débutant c'est très dur de sentir que tu serres bien la prise, puis bien poser ton talon, des fois en fait t'as un peu une surcharge cognitive je trouve, et le fait de répéter les blocs c'est un super bon exercice parce que tu supprimes des charges cognitives au fur et à mesure des essais et tu peux te concentrer que sur ce dont tu as besoin d'améliorer, on va dire. Je trouve que c'est un super bon conseil. Ça clair. Fait déjà un bon panel de conseils, je trouve. Et puis pour ouvrir un petit peu pour un petit peu sans toujours mais en fait on arrivera toujours, je pense, quand c'est pas ton métier, que tu en as pas fait depuis des dizaines d'années, que t'as pas cherché à analyser d'autres grimpeurs de très en profondeur, tout ça, il arrivera toujours à un moment où t'arriveras quand même pas trop à analyser ce qui va pas, et là du coup en fait c'est le métier d'un entraîneur et d'un coach d'avoir ce regard critique et de mais c'est un accélérateur de progression parce que tu dépenses beaucoup moins de temps et t'as l'expérience qui arrive à toi et tu sais ce qui est bon pour toi beaucoup plus vite aussi. C'est clair. Mais du coup avant d'arriver à ce besoin là, il est toujours intéressant de pouvoir se faire ce travail là avec ces 3 possibilités d'exercice un petit peu que j'ai annoncé, et ça fera quand même bien progresser, ça en est certain. Ouais, c'est clair. Et du coup, question suivante, là, du coup, c'est vraiment pour toi, Clément. Si tu avais un seul conseil en général, ou comme Baptiste, un peu 2-3 petits conseils pour limiter le risque de blessure en général, comme tu disais, on peut pas vraiment le limiter, c'est plus mitigé, mais un peu faire une sorte de résumé, qu'est-ce que tu conseillerais, tu vois, à un patient où tu as fini sa rééducation et tu lui donnes 2-3 conseils un peu comme ça en fin de consultation pour qu'il puisse, si possible, ne jamais revenir te voir, tu vois. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Du coup ça va dépendre de la nature de la blessure. Si on part du coup sur de la traumatologie aiguë avec ce qu'on disait, une mauvaise chute, un poignet, une entorse de poignet, une entorse de cheville, là pour le coup malheureusement il y a un facteur KO sur lequel tu peux pas avoir de contrôle. Par contre si on parle de blessures liées à des phénomènes de surutilisation, le conseil du coup ça serait de maîtriser les bases, en fait, ce qu'on disait, de prendre en compte que tout est en effet connecté, lié, que tu vas avoir l'alimentation, l'hydratation, le fait de manager tes variables d'entraînement, l'intensité,
le volume. Donc ça passe peut-être par, si t'es pas suivi par un coach, de te faire un carnet d'entraînement où tu vas noter ton ressenti d'effort perçu sur tes séances. Tu vas faire un monitoring des symptômes global. Si par exemple tu as une épitrocléite, ça peut très bien passer, tu repars sur un cycle de travail et là tu te rends compte que ça revient. Ok, je monitore un peu mes symptômes, tel jour je me sens mieux, tel jour c'est pire et je vois que j'ai enchaîné 2-3 séances, donc ok, je sais qu'il faut que je lève un petit peu le pied. Voilà, vraiment ce côté approche générale de la blessure qui passe par tous ces facteurs là, et notamment dans le cadre de blessures de type surutilisation, sursollicitation. Quand c'est vraiment de la blessure aiguë, malheureusement il y a un facteur KO qui fait que tu vas, ce qu'on disait, mitiger ton risque de blessure, mais tu vas jamais pouvoir l'éluder complètement. Pour ce que tu peux, ce sur quoi tu peux travailler, ça reste vraiment les bases. En fait, c'est pas pour rien qu'on conseille de dormir bien, c'est pas pour rien qu'on te parle beaucoup d'alimentation, d'hydratation. C'est pas pour rien que justement on te conseille d'aller te faire suivre par un entraîneur. Tout ça, ça va jouer dans ta capacité à être et durer. Être et durer, c'est la philosophie du parcours. Et en fait, j'aime beaucoup cette manière de penser, c'est-à-dire que tu peux être sur l'instant, c'est-à-dire que tu vas avoir une super journée, tu vas être à fond, tu vas réussir la séance de ta vie. Mais si tu veux durer sur le long terme, tu ne pourras pas éviter de passer par tout ça. Une période un peu off, c'est clair. Et enfin, c'est vrai que je ne l'ai pas trop mentionné tout à l'heure, mais souvent les blessures, c'est une histoire de statistiques. Souvent on dit tant de blessures pour 1000 heures de pratique, dans les études ou quoi, et c'est clair que ça n'arrive jamais à zéro en fait. Ou alors c'est des cas vraiment très isolés, surtout plus tu te rapproches du haut niveau, plus tu es sûr ou de te alors blesser. on n'est pas au courant en fait. Ouais, c'est ça. Parce que ça peut être des blessures, ok, en fait c'est un prisme, il y a les blessures à la fin avec un diagnostic, mais en fait il y a tout un tas de douleurs et de gènes qui peuvent arriver avant et qui doivent être quand même considérés et ils sont pas forcément pris en compte dans les études. Ouais, c'est clair. Du coup, je pense qu'on a balayé vraiment beaucoup de sujets. Le podcast, il va être pas mal long. En vrai, moi, j'aime bien les épisodes qui sont un peu longs comme ça. Et au pire, peut-être je le publierai en 2 parties. Si vous avez un peu un mot de la fin sur où est-ce qu'on peut vous retrouver en termes de travail, si vous avez un petit mot de la fin à faire passer, voilà, c'est vraiment le moment de... Du coup, cet épisode, il intervient quelques mois avant le lancement, quelques semaines, j'espère, avant le lancement officiel de notre société d'entraînement, donc Vertical Training, dans laquelle on s'associe avec Clément. L'idée c'est qu'on va publier du contenu et des connaissances sur l'entraînement et sur la partie aussi kiné préparation physique que Clément gère plus sur notre site internet, donc ça s'appellera verticaltraining.fr. En tout cas, si ça ne s'appelle pas comme ça, vous pouvez le retrouver dans la description de ce podcast, et sur notre compte Instagram qui s'appellera également Vertical Training, et donc c'est un petit peu sur ces 2 plateformes là que vous pourrez nous retrouver dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, l'épisode, quand il sera sorti, normalement tout sera lancé. Ok, top. T'as envie de rajouter quelque chose, Clément ? Si vous avez un petit mot de la fin, je sais pas, un conseil général, un truc... Tout d'abord, merci de nous avoir invités sur ce podcast. C'est pour ma part une première, je pense pour Clément aussi, non ? Ouais, en podcast c'est une première aussi, ouais. Et c'est quand même une bonne expérience. Donc merci pour ton accueil. Et puis on a donné beaucoup de conseils déjà. J'ai pas envie de faire une redite, donc on a donné quand même beaucoup de conseils. Donc non, mais surtout faites-vous plaisir, c'est quand même la base de la pratique pour durer dans le temps, je pense, de prendre plaisir et de l'escalade, c'est quand même un sport qui... Du coup, je repars sur... c'est un sport qui a quand même beaucoup de facettes entre toutes les disciplines, et même toutes les disciplines entre l'intérieur et l'extérieur, et toutes les façons de le faire, et même en extérieur, il y a 10 millions de sites différents dans le monde. S'il y a quelque chose qui vous embête dans votre pratique, en fait, c'est pas grave, et peut-être changer et passer à autre chose, et prendre du plaisir. Je pense que c'est quand même le socle qui doit soutenir n'importe quel type de pratique pour n'importe quelle personne, quoi. Donc prenez plaisir à grimper, et ça devrait aller dans le bon sens. C'était un petit mot de la fin, Clément. Ouais, du coup, merci encore à The Roof Toulouse de nous accueillir et de nous avoir mis la salle à disposition. Ça, c'est très sympa de leur part. Et après, pour rester bref, le petit mot de la fin, c'est oui, clairement, faites-vous plaisir. Soyez indulgents envers vous-même et apprenez tout court, documentez-vous et apprenez aussi sur vous-même, à vous connaître. C'est très important par rapport à votre pratique et si vous avez envie de durer. Voilà.
Bah moi je vais faire du coup un peu la petite outro. Si vous avez aimé l'épisode, surtout n'hésitez pas à lâcher un petit avis 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, tout ça. Ça vous prend 2 secondes, ça permet de bien référencer le podcast. Ça permet aussi à d'autres grimpeurs de découvrir le podcast. Moi ça me régale à chaque fois que je reçois des retours sur Instagram ou quoi, de personnes qui écoutent le podcast, qui me demandent du coup les routines mobilité, les routines santé des doigts, tout ça. D'ailleurs n'hésitez pas à checker la description, vous m'envoyez un message sur Instagram, je vous envoie tout ça. Aussi pour tout ce qui est complément alimentaire, pareil, petit code par un NutriPure. Si vous êtes intéressé par un suivi de coaching avec moi ou avec Baptiste et Clément, voilà, vous avez tous les liens dans la description. Pour ma part, le premier appel est totalement gratuit et voilà, après on prend le temps de vraiment comprendre tes problématiques du moment et comment je peux t'accompagner au mieux tout simplement. Et voilà, j'ai un peu tout dit et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao. Salut. Salut.